et bienvenue pour cette deuxième émission de la FAQ de Foot Mercato. Et aujourd'hui, on va consacrer cette émission au 8e de finale aller entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélien Léger-Mouek. Comment ça va, Aurélien? Salut Fred. Ça va? Ça va. Là, Prêt pour le grand match de demain. Un très très grand match qui nous attend. Vous avez été nombreux à poser vos questions sur YouTube, sur Instagram. Et on vous en remercie. Et aujourd'hui, la petite nouveauté, c'est la présence de la voix, la fameuse l'une des voix. Voilà, des revues de presse qui est là. Donc on va commencer avec la première question. Bonjour, salut Fred, salut Aurel, bonjour à tous. Salut. Donc beaucoup de questions sur nos réseaux sociaux. On commence par la première qui nous vient de YouTube, de Axolotl Gaming. Pensez-vous que Thomas Tuchel doit choisir le 4-4-2 ou le 4-3-3 pour ce match? La réponse, elle est toute trouvée. Ça fait plusieurs semaines que Thomas Tuchel fait jouer son équipe en 4-4-2. Le but, c'est évidemment de mettre Neymar, Di Maria, Icardi, Mbappé. Donc, il va pas changer a priori. Le 4-3-3, ça aurait été peut-être pour donner plus de solidité, d'équilibre en Ligue des Champions. Mais vu les dernières semaines, vu les derniers choix de Thomas Tuchel, je vois pas pourquoi il changerait maintenant en fait. Ce serait effectivement incohérent par rapport à ce qu'il a mis en place depuis décembre. C'est depuis décembre qu'il a vraiment joué en 4-4-2. Moi, mon avis, c'est qu'il a vraiment mis ce dispositif tactique pour préparer justement les échéances européennes et mettre toutes ses chances de son côté avec 4 joueurs très très forts offensivement, avec aussi des compensations qui sont justement à travailler. Et c'est ce que tu parlais, le problème d'équilibre. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'on dirait s'il changeait de schéma juste pour ce match-là, après avoir passé des semaines et des semaines à faire jouer son équipe en 4-4-2? Ce serait bizarre. On dirait que voilà, qu'il a mal préparé son équipe, qu'il a mal préparé son coup. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de débat sur le schéma tactique. Après, sur le choix des joueurs, il y a peut-être encore une ou deux questions. Des petits duels quand même entre Kerrer ou Meunier à droite, Sarabia ou Icardi, parce que Sarabia quand même a fait des excellents matchs ces derniers temps et Icardi a perdu un peu confiance. Donc il y a encore débat sur un ou deux postes, mais sur le schéma, pour moi, il n'y a vraiment pas de débat. Ouais, je te rejoins complètement. Donc on va passer à la question suivante. On va pas faire les 90 secondes pour cette question. Donc la deuxième question, elle nous vient d'Instagram avec Benjamin45150. Thomas Tuchel prendra-t-il le risque de faire jouer Edinson Cavani? Ah là, il y a débat. Alors, le risque, la question est intéressante. Pourquoi le risque? Edinson Cavani, on sait tout ce qu'il représente pour le Paris Saint-Germain. On sait ce qui s'est passé durant tout le mois de janvier. On l'a vu aussi se libérer quand il a remarqué avec Paris à la fin du mercato hivernal, une fois que c'était terminé toute cette histoire. Ouais. Aujourd'hui, clairement, il part pas favori. Le débat, il est même plus sur Icardi ou Sarabia, on va dire. Donc, ce serait peut-être même le troisième choix. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera sur le banc. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut rentrer. Ce qui est sûr, c'est qu'il a repris un peu de confiance et qu'il a l'air en forme. Il n'a pas l'air diminué par les pépins physiques. Donc, ça restera une option super intéressante forcément sur le banc du PSG pour Tuchel. Ouais, je te rejoins. Il y a aussi le petit facteur qui, sur le dernier match, il est titulaire, il a des actions. Malheureusement, il les met pas au fond. Peut-être que, tu vois, là, on aurait moins d'incertitude, entre guillemets, s'il avait marqué. C'est vrai. Tu vois, s'il avait mis son doublé, peut-être que là, même Tuchel se dirait, ah ouais, là, Cavani, est-ce que je vais pas jouer aussi la forme du moment et mettre Cavani à la place d'Icardi? Il a peut-être raté une occasion de revenir vraiment dans la course. Après, il a été beaucoup plus actif qu'Icardi sur le match face à Amiens. Comme tu l'as dit, c'est lui qui s'est procuré le plus d'occasions, mais c'est aussi lui qui les a ratées. Ouais. Donc du coup, forcément, ça laisse penser que il n'a pas non plus retrouvé toute sa confiance, notamment sur la dernière action avant qu'Amiens égalise. Voilà, sur la dernière, parce qu'on va dire sur la tête quand même, le gardien fait une belle parade, mais exactement, là, c'est cadré. C'est cadré. Et tu parlais de Sarabia, je pense qu'il faudrait aussi se poser la question de, Icardi, il est peut-être menacé, mais finalement par un profil. Petite prolongation ou pas? On peut faire là-dessus. Allez, une petite prolongation de 30 secondes. Le profil de Sarabia, il est différent de celui de Cavani et d'Icardi. C'est un joueur qui est capable d'évoluer un peu partout sur le terrain. Et c'est très intéressant parce que t'as les trois devant avec Mbappé, Icardi, Mbappé, Di Maria et Neymar qui aiment bien se déplacer un peu partout. Et Sarabia, il peut compenser justement. Il joue entre les lignes, il est dans les intervalles, il sait donner des bons ballons, jouer simple parce que parfois c'est un peu compliqué avec Mbappé, Neymar, Di Maria, c'est très technique, ça fait parfois peut-être un petit peu trop. Sarabia, il amène de la simplicité, du jeu vers l'avant, une touche, de la passe en profondeur assez rapidement. Donc oui, c'est une option aussi. Après, si on se retrouve avec Icardi et Cavani sur le banc, ça fait peut-être un petit peu trop de numéro 9 sur le banc de touche. Peut-être. Allez, on passe à la question suivante. Allez, une autre question sur YouTube de Le Chat Noir. Quel sera le facteur X de ces huitièmes de finale entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain?
Aurel, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que, comme tout le monde, on attend de voir les performances de la défense, mais des deux équipes. Alors, quand je dis défense, c'est pas uniquement la charnière centrale, c'est pas la ligne de 4, c'est aussi, ça concerne le replacement des éléments offensifs. C'est le grand débat autour du 4-4-2 pour le PSG. Oui, et c'est le même problème d'ailleurs pour Dortmund. Hein. C'est ce problème d'équilibre en fait. Finalement, on a deux équipes avec beaucoup de talent offensif. Et le problème, c'est d'assurer derrière la transition défensive. Et avec autant de joueurs qui se projettent, comment on assure justement une bonne solidité pour pas trop concéder d'occasion. Et finalement, c'est vrai que le facteur X, ça va peut-être se jouer à ce niveau-là. Après, il n'y a pas que Neymar et Di Maria côté PSG qui vont devoir revenir défendre et devront le faire, plus que ce qu'ils l'ont fait parfois en Ligue 1. Sur certains matchs, ils l'ont fait, donc ils sont capables de le faire. C'est pas ce qu'ils préfèrent, mais en Ligue des Champions, forcément, on monte d'un niveau dans l'intensité, on monte d'un niveau dans le sérieux, dans l'implication. Donc, on peut croire qu'ils feront les efforts. Après, il y a aussi le côté, est-ce que les latéraux vont autant se livrer ? Surtout par rapport à Dortmund qui a une grande force offensive. Est-ce que Marquinhos et Verratti, qui sont bien les deux milieux de terrain, vont savoir un peu juguler la folie de Dortmund et pas non plus aller faire un pressing trop? Qu'est-ce que va demander Tourelle par rapport au pressing aussi? Donc bon, c'est clairement l'aspect défensif qui sera le plus observé, parce qu'après des deux côtés une attaque de folie. On n'a pas de mystère sur leur qualité offensive. Ouais, c'est clair. Et je vais rebondir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est au niveau de l'animation. Petite prolongation, allez, je me fais plaisir. On en profite encore. C'est que défensivement, le PSG sur les derniers matchs est passé à 3 défenseurs. Sur les zones où quand elle attaquait, il y avait toujours 3 défenseurs en couverture, plus un des deux milieux qui assurait aussi cette couverture. Donc là, on ne sait pas si ce sera Gay, si ce sera Marquinhos. A priori, plus Marquinhos. Okay. A priori, plus Marquinhos. Ah, monsieur a des infos. Plus Marquinhos. Et justement, Marquinhos, c'est exactement par rapport à ce que tu viens de dire. Marquinhos est capable de se mettre entre les deux défenseurs centraux, ce qu'a souvent fait Tourelle. Et en plus, il a retravaillé un petit peu le système à 3 défenseurs contre Dijon et Amiens en deuxième mi-temps. Ok, on verra ça demain pour le match. Next. Une nouvelle question sur Instagram de Romain Sec. Voilà. Est-ce que Marquinhos ou un autre défenseur devrait être consacré à Haaland, la nouvelle pépite? Si Marquinhos joue, ça sera a priori au milieu de terrain avec Verratti, mais dans un rôle plus défensif que Verratti, capable aussi de se mettre entre les deux défenseurs. Alors après, est-ce que ça sera lui qui sera au marquage d'Haaland? Pas forcément. Pendant le match, oui, peut-être. Paris joue avec un marquage en zone, donc ça dépend surtout des déplacements de Haaland. Si Marquinhos est au milieu de terrain, on peut imaginer une défense Thiago Silva, Kimpembe. Kimpembe est plus un amoureux du duel que Thiago Silva, qui lui se la joue plus libéraux, on va dire. Bien sûr. Donc on peut imaginer que ça serait Kimpembe qui se mettrait plus sur Haaland. Mais après, il faut que les déplacements d'Haaland correspondent à ça. Donc sur le jeu aérien aussi, Marquinhos, sur les dégagements, voilà, il peut reculer d'un cran pour aider. À la rigueur, peut-être que sur corner ou tout ce qui est coup de pied arrêté, là on aura un marquage Marquinhos directement sur Haaland, parce que je pense que Marquinhos c'est l'un des plus grands joueurs du 11 probable du PSG. Et puis c'est un de ceux qui a le meilleur jeu de tête. Et oui, de plus, donc oui, à ce niveau-là, on aura peut-être un marquage individuel, mais sinon le reste du match, non, comme tu disais, ce sera de la zone. À la rigueur, plus Kimpembe qui va aller venir le chercher, surtout sur les déviations, d'essayer de couper ces déviations. Et sinon, tu auras Thiago Silva qui sera là en couverture si jamais Kimpembe se fait éliminer. Avec une meilleure couverture que face à Amiens, on espère aussi. Ça on verra. C'est sûr que là, au niveau de l'intensité, du niveau de jeu, ce sera tout autre chose. Pas la même chose. Allez, prochaine question. La question suivante, toujours sur Instagram, de Coutinho Gargues. Est-ce que les Parisiens doivent avoir peur de la connexion Sancho-Hakimi? Alors ça, j'ai regardé pas mal de matchs de Dortmund. J'étais là, je peux témoigner. Il faudrait se méfier de toutes les connexions que va créer Sancho. En fait, c'est lui l'électron libre de l'équipe. Sancho, il va souvent dézoner et surcharger un côté du terrain, justement souvent le côté gauche, pour pouvoir derrière jouer sur Hakimi qui lui va avoir tout le couloir droit. Donc là, effectivement, ça peut être un danger. Mais Sancho, il est capable de trouver tous les joueurs. Sa connexion avec Haaland, depuis, ça fait quoi? Ça fait un mois qu'ils jouent ensemble. Elle est déjà très bonne cette connexion. On sent qu'ils se cherchent. Les deux, il a un point d'appui maintenant. Avant, c'était pas forcément le cas. Avec Reus, c'était un autre profil. Beaucoup de remises de jeu dans les petits espaces. Là, avec Haaland, il a vraiment un profil de fixation et aussi qui est capable de prendre la profondeur. Donc en fait, Sancho, pour moi, c'est le joueur
que Paris devra contenir, enfin essayer de contenir parce que c'est très difficile. On parle beaucoup d'Haaland, mais effectivement, ça serait oublier Sancho. Et puis Hakimi, c'est aussi un homme en forme côté Dortmund. Et puis comme il n'y a pas Reus, comme il n'y a pas Brandt, finalement, ceux qui vont amener le danger, outre Haaland, qui serait un point de fixation comme tu l'as dit, qui va mettre du danger et de la vitesse, c'est Sancho et Hakimi. Donc forcément, Paris devra faire attention. Après, de là à dire avoir peur, c'est un petit peu exagéré. Ouais, faire non, attention, oui, c'est sûr. Avoir peur. Paris a déjà rencontré des adversaires de même niveau, voire plus forts que Bien ces sûr. joueurs-là. Donc voilà. Après, Sancho, c'est très, 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 très fort. Hein. Cette saison, c'est déjà 16 buts, 16 passes C'est décisives. vrai. Il a 19 ans. On parlait beaucoup d'Mbappé, sa première saison. Mais là, Sancho à 19 ans, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Pareil pour Haaland. Et il faudra aussi surveiller de l'autre côté Guerreiro, qui monte aussi en puissance, qui est un peu irrégulier, mais il est capable vraiment d'apporter. Et pareil pour Torgan Hazard. Mais on va pas faire de prolongation pour cette question. On va passer à la trop de question prolongation. suivante. Tu la prolongation. C'est ça. Une nouvelle question de Striker. Est-ce que pour vous, l'ambiance du Signal Iduna Park peut vraiment jouer en faveur du Borussia Dortmund? Et si c'est le cas, pourquoi? Alors Aurélien, toi qui seras en plus J'y à serai, Dortmund, oui, j'y serai. qu'est-ce que t'en penses toi? Et puis j'y suis déjà allé puisque j'avais couvert le match contre Monaco il y a 2 ou 3 ans. Donc j'avais vu Mbappé briller aussi sur cette pelouse. Alors oui, effectivement, l'ambiance elle est vraiment formidable. Les supporters sont des doudingues. Hein. Ça y va, ça chante, ça fait des tifos exceptionnels. Donc oui, évidemment que c'est un avantage pour Dortmund. C'est une évidence. Est-ce que ça sera un désavantage pour le PSG? Non, parce qu'ils sont habitués aux ambiances chaudes. Et puis, On rappelle, ils ont joué au Maracana de Belgrade, hein, le match contre l'Étoile Rouge, qui est un stade hyper chaud, pareil, avec un public très très chaud. Ça s'était bien passé, 6-0. Ça s'était bien passé, oui, ça a très bien passé. Donc, a priori, ça va pas embêter le PSG plus que ça, mais oui, ça va donner un supplément d'âme à Dortmund, ça va les pousser dans les temps forts. Voilà, on entend le public qui pousse, qui hurle, forcément, ça jouera. Donc après, c'est le lot de tous les matchs à domicile en Ligue des Champions, dans des grands stades comme ça. Oui, c'est un avantage pour l'équipe qui reçoit. Reste à savoir comment l'adversaire arrive à gérer ça. Et quel impact ça va avoir vraiment? C'est le supplément d'âme, c'est vraiment ça. C'est peut-être aller faire le petit sprint en plus, aller chercher, aller tacler le ballon avant qu'il sorte. Voilà, c'est des choses en plus qui font un peu lever les spectateurs par moment, quoi, quand c'est des matchs en jeu comme ça. Ok, allez, prochaine question. Nouvelle question sur Twitter cette fois. Alors le pseudo est un peu compliqué à dire. Faut-il s'inquiéter de la fiabilité psychologique du Paris Saint-Germain? Malheureusement oui. Hein, c'est pas pour être négatif comme le reproche Leonardo. C'est surtout que le passé montre que oui, Paris est friable psychologiquement. On peut le voir sur les derniers matchs. Alors oui, c'était pas la même équipe alignée, oui, c'était pas les mêmes adversaires, mais prendre 4 buts face à Amiens, avoir du mal à maîtriser les rencontres, avoir l'impression surtout d'encaisser des buts et de se mettre en danger alors que le match est totalement maîtrisé. Ça a été le cas face à Nantes, pour une erreur d'équipe MB, tout est relancé, c'est toujours quelque chose comme ça. Donc il n'y a rien qui donne des gages de fiabilité. Et surtout en Ligue des Champions par rapport au passé du PSG. Ouais, et j'aimerais quand même rebondir sur cette question d'un point de vue, tout ce qui est préparation mentale et même le mental. Je pense que Paris, même si Leonardo a voulu dédramatiser, c'est normal, Paris a peur parce que le danger pour le PSG, de toute façon, la saison du PSG, chaque année, ça se joue là, au mois de février-mars. C'est un tournant dans la saison du PSG. Donc c'est normal quelque part d'avoir peur. C'est tout à fait normal, mais justement, il faut qu'ils arrivent à surpasser ça. Oui, bien sûr. S'ils y arrivent, ils éliminent cette sensation d'être toujours bloqués à ce stade-là, même s'ils ont déjà par le passé atteint l'écart. Mais s'ils arrivent à passer l'obstacle Dortmund, en plus, voilà, un adversaire qui a un peu les mêmes qualités, les mêmes défauts, s'ils arrivent à faire 2 très bons matchs, peut-être que psychologiquement, ça va aussi les débloquer. Bien sûr. Pourquoi pas aussi imaginer que Paris perde d'un ou 2 buts au match aller ce qui est possible. Paris arrive à remonter au score, inversant un peu le processus des dernières années. Pourquoi pas? Ça peut aussi faire sauter une barrière psychologique. Ouais, alors juste une petite prolongation, toujours pour parler de ce sujet. Je pense que Leonardo, il a bien fait de vouloir dédramatiser cette situation. C'était son rôle de se dire finalement, c'est qu'un match de foot, mais Paris, de toute façon, devra affronter le mal par le mal. Donc c'est en jouant ces matchs-là, ces huitièmes de finale, en ayant la pression et en gagnant peut-être, en se qualifiant, que Paris va vaincre ses démons. Donc, Lui, il a fait son travail, comme tu l'as dit. Maintenant, c'est au fort de faire le leur. Ouais. C'est-à-dire que si Paris se fait sortir par Dortmund avec des erreurs individuelles, avec des problèmes, on va dire, défensifs ou des erreurs vraiment catastrophiques, on relancera ce sujet-là encore une fois, malheureusement. Ouais.
La prochaine question, elle nous vient d'Instagram de Justin BRST7. Quelle sera la compo ou le schéma tactique du Borussia Dortmund? C'est une question pour toi, avec tout ce que Oui, tu as regardé. tout ce que j'ai regardé. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver un article spécial qu'on a publié aujourd'hui sur le schéma tactique du Borussia Dortmund. Alors cette saison, Lucien Favre, il a fait évoluer son équipe en plusieurs dispositifs. Donc on a vu du 4-4-2, 4-2-3-1, 3-4-3 qui a été le plus souvent utilisé. Et d'ailleurs, ça a été le dernier système utilisé contre Francfort. Dortmund a toujours eu un problème cette année d'équilibre. On en parlait tout à l'heure. Avec le 3-4-3, sur le dernier match, il est passé à 5 derrière, 5-4-1 en défense, justement pour assurer ce côté, cette fragilité défensive. Donc, à mon sens, ce sera le dispositif qui sera utilisé contre le PSG parce que ça assure vraiment plus de solidité à toute l'équipe. Et d'ailleurs, dans ce 3-4-3 contre Francfort, j'ai trouvé que l'équipe avait évolué avec plus de prudence, c'est-à-dire que les joueurs étaient plus en place parce que Favre, il aime bien faire évoluer ses schémas au cours d'un match. Souvent, on voit des formations qui se transforment complètement, comme je disais tout à l'heure, Sancho qui va aller d'un côté pour surcharger le côté et du coup, c'est complètement asymétrique. On a limite que Hakimi sur le côté droit. Donc là, dans le 3-4-3, ça va moins être le cas et ça va être plus équilibré avec vraiment 4 joueurs toujours derrière le ballon et Emre Can qui va être hyper important. C'est très important. Ouais. Mais après, là, je te rejoins tout à fait sur le schéma tactique. Ce qui pêche aussi à Dortmund, c'est l'identité des joueurs et des joueurs qui sont en dessous de leur niveau, notamment en défense. Il y avait Akanji, alors c'est pas sûr qu'il sera titulaire, mais bon, Akanji, tu l'as dit, a fait une très mauvaise saison. Hummels aussi a été très mauvais. Donc, prolongation. Au-delà de l'aspect tactique, ce qui va poser problème à Dortmund, c'est aussi le niveau de chacun de ses joueurs, et notamment en défense. Individuellement. Oui, on est complètement d'accord. Et c'est pour ça, tu parlais d'Akanji, il a été remplacé par Piszczek lors du dernier match. Piszczek a été bon, il a marqué en plus. Donc, peut-être qu'Akanji va pas jouer ce match-là. Zagadou, par contre, lui, apporte au niveau de la couverture, parce que c'est un des problèmes de Dortmund avec des défenseurs assez lents, Hummels. C'est le couvrir, jouer la profondeur. Couvrir la profondeur. Et Zagadou, lui, peut le faire. Donc, il faut voir aussi comment Dortmund va s'ajuster. Et Can, je disais qu'il était très important pour couper les contre-attaques. Parce que lui, justement, il a pas peur de jouer dur. De jouer sale. De jouer sale, comme il l'a dit, d'ailleurs. Allez, nouvelle question. Nouvelle question sur YouTube de Eli Eleyat. Le PSG n'a-t-il pas le même problème défensif que Dortmund? C'est marrant d'en parler. Fred, tu viens bien de le détailler. Je pense que le PSG, c'est pas le même problème défensif. Déjà, je pense que la qualité des défenseurs parisiens est supérieure à celle des défenseurs du Borussia. Le schéma n'est pas le même. C'est pas forcément la gestion de la profondeur qui fait du mal au PSG, par exemple. Voilà, Paris, c'est plus vraiment un problème d'équilibre et de repositionnement, de replacement. Ouais, des offensifs, notamment Neymar et Di Maria. Ils sont parfois un peu livrés à eux-mêmes. Et bon, tout Thiago Silva, Marquinhos ou autres. Quand on est livré à soi-même, on est livré à soi-même. Donc le problème, il est plus pour moi dans l'équilibre collectif côté parisien, alors que Dortmund, oui, aussi c'est un côté où on aime bien se livrer, aller devant, faire un pressing haut, mais en plus on n'a pas les défenseurs pour gérer la profondeur, et en plus quand il y a un petit cran en dessous en termes de qualité individuelle, ça se remarque aussi beaucoup. Et là où Paris a un avantage par rapport à Dortmund, c'est au niveau de la qualité du gardien de but. Cette saison, Bourki, c'est l'un des pires gardiens de Bundesliga. Il a seulement 47,5% d'arrêt. C'est très peu. C'est vraiment très peu. Et en plus, ses statistiques avancées montrent qu'il aurait dû prendre que 25 buts sur les 32 qu'il a encaissés par rapport à la difficulté du tir. C'est des mauvaises stats. Donc, c'est des très mauvaises stats. Et en plus, Dortmund a des difficultés aussi sur corner. Donc là aussi, Paris... Ce qui est étonnant parce qu'ils ont quand même des joueurs de grande taille. Ouais, mais justement, ils ont du mal. C'est plus l'intensité. Et Paris aime bien marquer sur corner aussi. Ces derniers temps, c'est revenu un petit peu. Donc là, il y a vraiment un coup à jouer pour Paris à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est pas exactement les mêmes problèmes. C'est pas les mêmes problèmes, ça c'est sûr. Ok. On passe aux arrêts de jeu, messieurs. Les arrêts de jeu, c'est le meilleur moment de l'émission. On va essayer de répondre en une phrase parce que la dernière phrase, c'est vrai qu'on avait un peu triché. Une phrase, allez, deux max. Deux max. Allez, c'est parti. Et question très simple, votre pronostic pour ce match? 2 partout. Je dirais 2-1 pour Paris. 2-1 pour Paris. Je vais pas c'est toi, tu vas me dire qu'il faut arrêter et tu veux relancer. Allez, on continue. Allez, on sort de Dortmund PSG avec une question de l'Insomniac officiel sur YouTube. Vu les performances moyennes en phase de poule de Liverpool, croyez-vous que l'Atlético peut créer la surprise devant le champion en titre? J'ai du mal à y croire. Liverpool ressort de 2 semaines de trêve où ils ont un peu
recharger les batteries. L'Atlético continue à galérer en Liga. Franchement, c'est pas vraiment. Ça fait plus de 2 phrases. Ah, pardon, ouais, c'est vrai, ça y est. Voilà, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Mais pour moi, non, j'y crois pas du tout. On revient sur Dortmund-PSG. Pensez-vous que la défense de Dortmund peut nuire à leur match? Oui. Oui. On a déjà répondu à la question tout à l'heure. L'Atalanta capable d'un exploit comme l'Ajax l'année dernière? L'Atalanta a déjà fait son exploit en se qualifiant pour les huitièmes de finale après avoir commencé sa phase de poule par 3 défaites. Donc ils ont déjà fait leur exploit. Et puis face à Valence, ça me semble possible, j'arrête là. Moi, j'y crois. J'y crois à un parcours à la Ajax. Pensez-vous que tous les matchs de cette semaine seront serrés? Alors, nous avons Liverpool Atlético, Dortmund PSG, Tottenham Leipzig et Atalanta Valence. Moi, je pense que oui. Oui, c'est. Moi, je pense que oui. Pour ces matchs-là, oui. Oui, mais les faits nous donneront peut-être totalement tort. C'est pas grave. 2 jours. C'est pas grave. Et c'était la dernière question. Et c'était messieurs. la dernière voilà, question. Merci. Merci Aurel. Merci, C'était Fred. super cool. J'espère que ça t'a plu. Ça m'a plu. J'espère. C'est top. Ouais, j'espère que ça vous plaira. Bah ouais. Et n'hésitez pas à relancer des débats là dans les commentaires. On refera une FAQ sans doute pour le match retour, peut-être aussi pour le match de l'OL. En tout cas, voilà, on est content de vous avoir, de proposer ce type d'émission. On vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle FAQ. Ciao. Salut.